Les transports scolaires, c'est l'une des questions qui a animé les débats dans l'hémicycle régional. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves, les conseillers régionaux voteront dès demain la gratuité des transports scolaires pour l'ensemble des élèves du primaire dès la rentrée prochaine. Insuffisant pour l'opposition socialiste qui veut aller encore plus loin et étendre cette gratuité aux collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le fait depuis longtemps, et donc c'est possible. D'autres régions l'ont appliqué et nous le demandons. Aujourd'hui, un petit pas est fait puisque le président Rotner avance sur la gratuité du transport scolaire maternel primaire. Pour nous, ce n'est pas suffisant. On sait, pour être des parents nous-mêmes, que la majorité des transports, des déplacements se font pour des collégiens et des lycéens. La gratuité des transports pour l'ensemble des élèves coûterait environ 40 millions d'euros à la région contre 9 millions seulement pour les élèves du primaire, un coût impossible à assumer pour son président Jean Rotner. Le taux gratuit n'est pas forcément une solution. Je pense que contribuer à un moment donné à un service public, c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. Pour autant, nous devons expliquer quel est le prix, quel est le fonctionnement, quel est le coût de ces services publics. Vous savez, le train n'est pas rentable, le bus n'est pas rentable, il n'y a pas de système économique rentable. Autre nouveauté cette année côté transport, la région a investi pour l'achat de 22 rames de TER transfrontaliers entre la France et l'Allemagne et 16 rames supplémentaires à destination du Luxembourg. Pour rappel, la région Grand Est a le deuxième budget transport, le plus important de France après l'Île-de-France. C'est une première qui fait salle comble. La foule des grands jours se presse à l'entrée de l'école du génie de l'eau et de l'environnement pour ce débat strasbourgeois. Son instigateur, le député En Marche Thierry Michels, qui joue ce soir le rôle d'animateur et de médiateur. C'est aux élus de la République de montrer l'exemple, de s'engager dans le débat. Effectivement, les maires sont sollicités pour mener les débats de manière à ce que ce débat ait lieu dans toutes les communes de France. Mais tous les élus, tous les citoyens sont amenés à faire de même, les syndicats, les corps intermédiaires. Et donc, en tant que député de la circonscription, j'ai souhaité montrer l'exemple. Et je pense que c'est une belle opportunité qui nous est donnée à toutes et à tous de contribuer directement à notre vie en commun, à notre bien commun. Je pense que c'est une expression d'un besoin de plus de démocratie participative qu'on a entendu dans les derniers temps. C'est une opportunité pour l'ensemble des citoyens en fait, de s'emparer de ces questions complexes qui se posent à nous. La transition énergétique, c'est le sujet qui a retenu l'attention de tous pendant 2 heures. Tour à tour attentif, studieux, dubitatif, mais toujours participatif. Les citoyens présents sont parfois venus de loin et si la suite les laisse perplexes, ils ressortent plutôt satisfaits de l'exercice. Le terme de débat est un terme très ambitieux quand il s'agit de réunir plus d'une centaine de personnes. À chaque contribution, on pourrait avoir envie de répondre et véritablement de débattre, mais nous sommes trop nombreux pour le faire. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de venir et je suis vraiment contente d'avoir alloué ce temps au débat. Les sujets étaient très variés, en même temps on sentait une préoccupation chez tout le monde de vraiment faire avancer les choses. Je pense que tout le monde a été écouté, ça c'est le bon point, et j'ai apprécié d'ailleurs qu'il y ait un énorme respect de la part de toutes les personnes dans la salle, donc une très bonne écoute. Après, est-ce que ça va changer quelque chose ? Là, c'est plus en notre main, nous on a apporté chacun nos idées, des avis. Ce que moi j'attends de voir, c'est le après, ce qu'ils vont faire de tout ça, comment ils vont rapporter tout ça. Est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'ils vont en tenir compte ? Est-ce qu'ils ne vont pas en tenir compte ? Et après cette première encourageante, le député est prêt à remettre le couvert. Il organise en effet 3 autres débats. L'enjeu maintenant, c'est de comment tirer de toute cette matière très riche, trouver des inflexions, des modifications, des améliorations qui peuvent être faites sur les projets de loi qui vont être examinés au Parlement, qui peuvent impacter le projet de loi Finances 2020. Donc je trouve que c'est encourageant. Une synthèse de la rencontre sera prochainement disponible en ligne. En attendant, les débats se prolongeront jusqu'au 15 mars.
Dans ce reportage, nous vous proposons de mettre l'accent sur des métiers dont on n'a pas forcément rêvé, aide-soignante ou aide à domicile, en cause leur image en termes de pénibilité. Et résultat, le département des Vosges doit faire face à un défaut de recrutement dans les maisons de retraite et les services d'aide à domicile. Au niveau des services d'aide à domicile, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes, une quarantaine de postes à pourvoir dans les Vosges. Au niveau des EHPAD, il y a aussi un manque de recrutement. Il faut absolument qu'on arrive à lever tous les freins, quels qu'ils soient, pour qu'on puisse améliorer le recrutement. Le bien vieillir est une priorité du conseil départemental et dans cet EHPAD à Sainte-Marguerite, les aides-soignantes témoignent toutes de la diversité méconnue de leur profession, certes sans occulter les 10 heures de travail par jour, parfois physiques, et qui touchent à l'intégrité des résidents, mais elles ne regrettent pas leur choix. Alors on peut faire des soins de confort, style des mains thérapeutiques aussi les après-midi, des massages des mains pour les détendre. C'est aussi tout ce qu'on fait à côté. On écoute leurs envies, on essaye d'y répondre au mieux, au plus proche. Au sein de l'unité de vie protégée, les aides médico-psychologiques au contact des personnes dépendantes ont le même engagement. J'aime les gens, j'aime rendre service, j'adore ce que je fais, donc j'ai pas de problème. Après, oui, c'est pas évident de rentrer dans l'intimité des gens, ça s'apprend, il y a des formations pour ça. Cet EHPAD répond aux normes et compte 15,5 personnels équivalent temps plein pour 66 résidents et le projet d'établissement est ici essentiel. On arrive à bien s'en sortir grâce à une équipe de direction qui va dans le bon sens, qui va dans le même sens, on travaille très bien ensemble, qui a réussi à fédérer les équipes dans un projet de soins, dans un projet d'établissement. Mais on veut tous plus de personnel pour les résidents, effectivement. Mais comment agir sur les rémunérations ? Les Vosges sont le seul département de France à prendre en charge le remboursement des frais kilométriques pour les services d'aide à domicile. Difficile d'agir directement sur les salaires. C'est le SMIG. Alors, à moins d'augmenter le SMIG. Mais ça, c'est pas de notre compétence. Augmenter les salaires aurait des incidences sur le prix de journée ou le tarif horaire des aides à domicile, à moins que cela ne relève d'un choix de santé publique, qui c'est un thème pour le grand débat national. Ils s'envolent et se promènent autour des visiteurs, butinent de fleur en fleur. Pour la première fois, le jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy propose un événement autour du papillon. Alors dans la serre aux papillons, il y a une quarantaine d'espèces différentes. Il y a 200 papillons qui volent en permanence dans la serre. Alors surtout entre 11h le matin et 15h l'après-midi. C'est là où la température est la plus chaude, puisqu'il faut 27 degrés et la luminosité est la plus importante. Mais il y a en permanence des dizaines de papillons qui volent au milieu d'un décor tropical. Sur les feuilles ou les fleurs, ils sont visibles partout. Cette installation est également une aubaine pour les groupes scolaires. Alors c'est très intéressant pour les scolaires, puisque les écoles primaires ont à apprendre le cycle de vie des papillons. Et effectivement, on se rend compte que les papillons, eh bien, déjà s'accouplent très rapidement. Ensuite, ils viennent pondre. Et sur des plantes particulières, là vous avez un citronnier, eh bien, les œufs vont éclore et vont faire l'ensemble du cycle avec la formation de superbes chenilles qui vont ensuite se transformer en chrysalides et qui vont ensuite émerger. Dans cet environnement créé sur mesure pour ces insectes féeriques, c'est donc tout le cycle de reproduction des papillons qui est assuré et qui peut être observé par les visiteurs. C'est à la fois les couleurs, les vols, le fait qu'ils sont dans cet environnement-là, visiblement pas inquiétés par notre présence, qui se rapprochent de nous, voilà, c'est d'être finalement dans leur univers voilà, c'est ça qui nous émerveille. C'est une découverte tout à fait étonnante et je trouve que c'est plein d'émotions, enfin pour moi. Toutes ces couleurs, cette légèreté, c'est indicible. Une serre tropicale qui contient des centaines de papillons multicolores, mais en plus de leur esthétique surprenante, ces insectes sont des incontournables pollinisateurs pour les plantes. La serre aux papillons est ouverte jusqu'au 10 mars prochain, l'occasion de mieux comprendre et côtoyer de plus près ces insectes exceptionnels. Une église, une mairie, les derniers chiffres de l'INSEE sont formels. Avec 24 habitants et 15 maisons,
Ortillon est la plus petite commune de l'Aube. Le tiers des habitants qui forment le conseil municipal a bien l'intention de garder son indépendance. L'autre commune est à 50 mètres de chez nous. Ils voulaient nous manger et puis on est toujours resté commune. Si on fait partie d'une autre commune, moi à mon avis, Ortillon sera oublié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a enclenché des gros travaux. Pendant qu'on est encore commune, on va enterrer les lignes électriques. Cérémonie du 11 novembre et feu d'artifice du 14 juillet. Ici, rien ne manque. Pourquoi il y a un feu d'artifice? C'est parce que mon indemnité, ça sort pas de la commune, ça va sortir indirectement de la commune par le biais de mon indemnité. Voilà. Comme mon collègue, j'aime bien la nature. Bon, donc, j'aime bien jardiner, j'aimais bien aller à la pêche. Tous les jeunes sont partis faute de travail. Personnellement, j'ai 3 filles. J'en ai une qui a un diplôme d'ingénieur, je vois pas trop une place à Ortillon. On est tellement peu nombreux qu'on arrive à se rencontrer en faisant des parties de belote, etc. etc. On est en famille, quoi. Habiter en ville, pour moi, c'était pas concevable. Ortillon, un village idyllique, pas forcément depuis l'implantation d'un poulailler industriel et ses inconvénients. Des mouches, là, ici, 2 fois par jour. Hein. Voilà, c'est chez moi, ouais, à côté, là. Et je pense que la plume, elle doit sentir plus fort qu'une poule. Le maire sent aussi venir l'arrivée de nouveaux élevages industriels. 2 hangars pour 70 000 poules, un pour le stockage de 190 tonnes de fientes, sur une surface équivalente au double de celle du village actuel. La réunion qu'on a eue à la préfecture, on s'est presque un petit peu moqué de nous. Bon, une commune de 24 habitants. Eh ben, on avait les bras cassés. On n'est vraiment rien. Le maire, les conseillers, ils sont absolument rien. Et c'est pour ça que le milieu rural se meurt. On était prêt à négocier pour faire un remembrement, lui redonner un terrain ailleurs, etc., etc. Pour le faire, on n'empêche pas les gens de travailler. Est-ce que ça va casser la magie du village? Oui, je pense. Oui. En plus de la perte de valeur immobilière, cette implantation n'aura pas de retombées économiques sur la commune. Ici, le conseil municipal n'a même pas d'informations sur les dates d'implantation.